Les États-Unis sont prêts à venir avec 500 milliards de dollars, Eli, pour investir en République démocratique du Congo. Les salis du Congo ne viennent pas des États-Unis d'Amérique. Les salis du Congo ne viennent pas aussi du Doha. Les salis du Congo viennent des Congolais conscients. Et nous sommes aujourd'hui, soi-disant, menacés par les Rwandais, mais nous sommes pressés pour aller signer un accord avec les parrains du Rwanda. Il ne faut pas chercher un éléphant dans un océan. Vous savez, la paix a un endroit et cet endroit est approprié. Vas-y. Quand vous voyez un régime aux abois commencer à faire des accords de paix, commencer à faire des partages de pouvoir, sachez que ce régime n'a plus de temps pour survivre. Mais il a faire quelque chose pour le peuple congolais, ça les représentants du peuple, c'est contre le peuple. Quel bilan faites-vous aujourd'hui des Souminois? J'ai l'impression qu'elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas sa place. Oh. Cela veut dire que quand on ne connaît pas ce qu'on est, on fait ce qu'on ne sait pas. Quel bilan faites-vous de Jules Alinguete? Et je crois qu'il était plus entouré par des comédiens. C'est vrai. Mesdames, Messieurs, ça a été toujours un plaisir d'être là devant vous pour vous présenter Interview. Interview, nous avons eu toujours l'honneur de recevoir des gens qui ne sont pas comme tout le monde. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de recevoir un monsieur, un analyste politique. C'est bien un politologue de formation, mais il est aussi leader d'un mouvement qu'on appelle le non-aligné. C'est avec lui que nous allons essayer d'analyser l'actualité dans notre pays. Nous allons commencer par l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, que vous connaissez bien, patronné par les États-Unis d'Amérique. Mais la question qu'on se pose, est-ce Donald Trump est sincère par rapport à cet accord pour la RDC? Nous allons essayer d'analyser avec mon invité. Et puis nous allons parler aussi de l'opposition congolaise. L'opposition congolaise exige à Félix Tshisekedi un dialogue de paix pour l'opposition, pour que nous puissions sortir de cette crise dans l'Est, à l'Est de notre pays. Il faut un dialogue sincère autour d'une table avec Félix Tshisekedi. Il y a Martin Fayulu qui est là, dans cette opposition. Nous avons Moïse Katumbi, nous avons Joseph Kabila, l'ancien président, et nous avons Deli Sesanga. Voilà l'opposition qui demande un dialogue. Et nous allons chuter avec le bilan de Jules Alinguete, l'ancien patron de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Voilà les questions, bien les sujets que nous allons débattre au cours de cette interview. Eli Wilonja, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, merci encore. Ça a toujours été un plaisir de partager les plateaux avec vous et surtout avec des questions pertinentes que vous nous posez. Vraiment, je dis encore merci à tous les téléspectateurs, de ceux qui nous suivent à la maison. Vraiment, merci encore pour cette invitation. C'est moi d'ailleurs qui vous remercie. Merci. Moi, je vais directement à la première question. Ok. Accord de paix. Nous tous, nous avons besoin de la paix. Nous avons vécu ce qui s'était passé à Washington, l'accord des principes entre les deux parties, le Rwanda et la RDC. Aujourd'hui, nous attendons maintenant le vrai accord qui va réunir Félix Tshisekedi et Paul Kagame et patronné par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont prêts à venir avec 500 milliards de dollars, Eli, pour investir en République démocratique du Congo. Alors, il fait d'abord la paix dans la partie Est. D'abord, première question directement. Est-ce que vous croyez à l'accomplissement de cet accord? Alors, je voulais d'abord revenir sur quelque chose. Vous avez parlé de la sincérité des Américains quant à l'accomplissement de cet accord. Je vais vous dire que la politique, ce n'est pas une question d'état d'âme. Ce sont les intérêts qui priment. Et quand on connaît les tenants et les aboutissants, quand on a les contenus, nous pouvons peut-être donner foi et dire que nous pouvons espérer par rapport à ces accords. Et je voulais peut-être maintenant revenir à la question qui est la pertinence même de notre présence ici. L'accord entre un pays, il y a des principes, des lois qui régissent chaque pays en ce qui concerne les accords avec des États tiers.
Et moi, je me pose la question, avant d'abord d'entrer dans le vif du sujet, est-ce à notre niveau, nous avons respecté les préalables pour qu'on puisse aujourd'hui parler de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est un accord entre le régime ou l'État congolais? Le président de la République, il engage l'État congolais ou c'est juste pour s'éterniser au pouvoir qu'il est allé trop vite auprès des Américains afin de négocier ou de conclure un accord? Voici les questions qui sont autour de ce que vous appelez accord entre les États-Unis. Mais je vous rappelle ici, c'est un accord de paix, c'est comme ça qu'on dit. Parce qu'il y a la guerre dans la partie Est, vous le connaissez bien. Goma, Bukavu sont occupés par les rebelles du M23 en complicité avec le Rwanda. C'est pourquoi on veut mettre fin à tout ça. Il faut voir le Rwanda et la RDC afin que nous puissions vivre en paix dans cette partie. Donc vous n'y croyez pas que les États-Unis peuvent patronner pour que nous puissions vivre la paix réelle, totale dans cette partie? Les salis du Congo ne viennent pas des États-Unis d'Amérique. Les salis du Congo ne viennent pas aussi du Doha. Les salis du Congo viennent des Congolais conscients. On ne résout pas un problème en créant un autre. L'accord dont vous parlez, en fait, l'accord en question, si vous regardez les textes, c'est le même texte que le Congo avait signé avec le Rwanda. C'est le même texte que nous avons proposé aux Qatariens. C'est presque le même texte, mais on a juste fait le copier-coller. Et aujourd'hui, nous sommes auprès des Américains. Alors, la question est de savoir pourquoi les mêmes accords que nous avons fait, le gouvernement avait fait avec le Rwanda, n'ont pas abouti. Mais le Rwanda n'avait pas respecté ça à l'époque. Les Rwandais n'avaient pas accepté. Bon, le problème, c'est que des fois, c'est le gouvernement ou la présidence qui signe les accords. En principe, ça devrait passer à l'Assemblée, au Parlement, pour que les députés puissent s'enquérir. Parce que les députés, ils représentent le peuple. Le peuple doit être au courant des tenants et des aboutissants. Aujourd'hui, les gens parlent de l'accord de l'Emera. C'est parce qu'on ne connaît pas même cet accord. Est-ce qu'il avait existé? Mais aujourd'hui, nous pouvons parler du contrat chino-congolais parce que ce contrat était passé à l'Assemblée à l'époque de Kabila. Donc, la procédure qui a été engagée pour que cet accord soit signé entre nous et les États-Unis d'Amérique, c'est la même procédure qui était quand nous avions signé aussi avec le Rwanda. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons peur, nous craignons qu'il y ait l'accomplissement heureux de... Donc, vous pensez que la RDC risque d'être roulée par les États-Unis? Non, on ne gère pas les choses de l'État au rythme du bâtiment du cœur. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais les États-Unis ont proposé l'accord aux Ukrainiens, mais jusque-là, Zelensky n'a pas encore signé. Et nous sommes aujourd'hui, soi-disant, menacés par les Rwandais, mais nous sommes pressés pour aller signer un accord avec les parrains du Rwanda. Il faut se poser la question. Donc, qui s'est fait rouler? J'ai l'impression qu'on se fait toujours du mal. C'est-à-dire? On se fait toujours du mal. La paix, c'est vrai, la paix a un prix, mais je vous pose la question, si vous vous attendez quelqu'un qui va venir avec un avion, il faut aller l'attendre au port. C'est-à-dire? Comment ça? C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas chercher un éléphant dans un océan. Vous savez, la paix a un endroit et cet endroit est approprié. Vous attendez parler, Elie, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme si vous avez d'autres pensées. Est-ce ce gouvernement cherche à brader nos minéraux ou bien qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que diriez-vous? Vous n'êtes pas d'accord avec cet accord? Il y a des choses qu'on dit bien avec l'expérience. Et en tant que politologue, je suis en train d'analyser ces régimes finissants. Vas-y. Quand vous voyez un régime aux abois commencer à faire des accords de paix, commencer à faire des partages de pouvoir, sachez que ce régime n'a plus de temps pour survivre. Mais il a encore 2 ans. C'est ce que je voulais te dire. Les régimes, tout régime qui commence à négocier, que ce soit dans des tiers pays ou pour le partage de pouvoir, un régime annonce déjà sa fin. Et ce sont les signes qui attestent la fin de ce régime. Quand vous allez attendre
comme la Bible dit, quand vous attendrez à gauche, à droite parler de la guerre et de ci, sachez que le Fils de l'homme vient bientôt. Donc, c'est de la même manière, quand vous êtes en train d'écouter les accords de paix, les accords, les partages de pouvoir, ce sont des signes qui annoncent que le régime est aux abois et il n'a plus d'autres cartes à donner. Je veux vous rappeler en tant que politologue, nous avons 4 principes. Il y a d'abord le coercive power, donc le pouvoir coercitif d'un État. C'est le monopole que cet État a sur l'ensemble du territoire. Nous avons ce qu'on appelle les economic power. Du point de vue économique, l'économie que le régime détient pour faire asseoir son impérium sur l'ensemble du territoire. Nous avons ce qu'on appelle l'influence power. Du point de vue influence, le régime actuel, vous pouvez étudier est-ce qu'il a l'influence. Donc, nous avons perdu pas mal de cartes, mais maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle distributive power. Donc, nous sommes en train de distribuer maintenant pour survivre. Mais le régime a réussi quand même la diplomatie, Elie. Accepter quand même la diplomatie. Je veux citer, nous avons échoué avec le coercive power, le monopole de la contrainte sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous avons des provinces qui sont occupées par des rebelles. Du point de vue coercitif, l'État congolais, c'est un État failli, un État archipel qui contrôle une partie du territoire. Nous avons échoué sur le point de vue économique power. Aujourd'hui, nous avons une inflation qui va dans les 6 chiffres. Aujourd'hui, si quelqu'un te donne 20 000 francs, ça ne vaut rien, c'est comme 2 000 francs qu'il t'a donné. Du point de vue économique, le régime actuel est aux abois. Nous avons échoué du point de vue influence politique. Donc, du point de vue influence, on n'arrive plus à fédérer les Congolais autour d'un idéal. Aujourd'hui, vous avez suivi l'échec de conciliation du conseiller du chef de l'État. Vous parlez de qui? Eberand? Eberand. Les conciliations. Il a échoué. C'était un échec parce que du point de vue influence, le régime actuel n'a pas d'influence sur les couches, les sociétaires, ceux qui composent ces pays. Nous avons vu comment ça a été un échec patent. Qu'on n'arrive plus à fédérer les Congolais autour d'un idéal. Et aujourd'hui, si on veut poser la question, les résultats de ces consultations, qui peut aujourd'hui... Mais nous attendons un gouvernement d'union nationale. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? On n'arrive pas à comprendre quand on est à la fin de quelque chose. Je vous ai dit, le jour où vous allez attendre qu'il y ait partage de pouvoir, le jour où il y a des accords, ça prouve que le régime actuel est aux abois. Parce que si vous avez aujourd'hui la légitimité du peuple, je ne vois pas comment ce régime peut partager le pouvoir. Si aujourd'hui vous avez le coercive power, les monopoles sur l'ensemble du territoire, je ne vois pas vraiment où est-ce que ce pouvoir peut vouloir négocier. Si aujourd'hui vous avez... le pouvoir n'a pas encore accepté de négocier avec les rebelles et même... à dialoguer avec l'opposition. Je ne suis pas porte-parole des rebelles, mais je crois que le pouvoir actuel a le dos au mur et il y a beaucoup de facteurs, que ce soit endogènes ou exogènes. Il y a un politologue qui disait il est difficile de connaître les causes des événements si vous n'avez pas été à la genèse de quelque chose. C'est-à-dire, l'événement ayant une multitude de causes, il est difficile de connaître la cause, l'élément déclencheur de quelque chose. Nous sommes dans une... Aujourd'hui, le régime, c'est comme un cocktail Molotov. On ne sait pas qu'est-ce qui peut faire à ce qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes des Congolais. Mais c'est bien dit, mais quand même, Elie, vous acceptez quand même la haute diplomatie de ces régimes de Félix Tshisekedi. La haute diplomatie, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par haute diplomatie. Voilà, partout où nous sommes partis, les négociations se passent quand même très bien. On était au Qatar, aujourd'hui c'est aux États-Unis, et ça évolue quand même bien. Mais si c'était la haute diplomatie, pourquoi il y a on n'arrive pas à communiquer sur les accords qui sont en train d'être signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Pourquoi aujourd'hui notre Parlement n'a pas la parole sur ce qui est en train de se faire aux États-Unis? Vous savez, faire quelque chose pour nous, sans nous, c'est le faire quelque part contre nous. C'est Gandhi qui le disait. Faire quelque chose pour le peuple congolais, sans les représentants du peuple, c'est contre le peuple.
Le gouvernement est en train de signer les accords. Il avait signé avec le Rwanda. Et aujourd'hui, il est en train de faire les accords. Le Parlement n'est pas initié, le Sénat n'est pas initié. Et demain, on va nous dire que c'est elle qui n'a pas respecté les accords. Comme on nous dit aujourd'hui, le Rwanda n'a pas respecté les accords. Est-ce vrai? Est-ce qu'on a déjà eu les contenus du point de vue au niveau du Parlement? Est-ce qu'il y a eu des députés qui avaient épilogué là-dessus pour que les choses soient claires? Je crois que seulement un aveugle peut croire. Voilà. Donc, vous ne croyez pas, mais c'est que vous voulez justement que le gouvernement soit un peu sincère dans sa communication avant qu'il y ait cet accord, parce qu'on nous a promis peut-être le mois prochain que les contenus soient connus par le peuple. Je crois que le gouvernement s'est tiré une balle au pied. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on a mis les charrues devant les bœufs. On devait d'abord commencer par le Parlement. Informer le Parlement par rapport au pourparlers et avoir les quitus, avoir la bénédiction du peuple pour que ces accords puissent aboutir. Aujourd'hui, nous qui sommes au Kivu, aujourd'hui, nous sommes menacés. Je vais vous dire une chose. Nous avons trois pays où il y a une forte densité à travers le monde. Nous avons le Gaza, où il y a une forte densité. Le premier pays, c'est Gaza. Le second pays, c'est Singapour, qui a une forte densité. Et le troisième pays, c'est le Rwanda, qui a une forte densité. Et aujourd'hui, c'est notre voisin qui nous menace. Vous pensez qu'avec les accords que le gouvernement va signer avec le Rwanda, nous allons résoudre les problèmes de densité? Aujourd'hui, ils sont estimés à 14 millions sur une étendue de 226 333 km². Et demain, parce que si nous acceptons la cogestion de nos ressources, demain, ils vont demander quoi? Nos terres. Tu vois? Je te donne un exemple. Le territoire de Chabunda est plus vaste que le Rwanda. Mais le territoire de Chabunda ne donne que 2 députés. Tu vois? Et 2 députés, ça représente combien de personnes? Donc, nous avons un pays comme le Rwanda qui a 14 millions, plus vaste, c'est une petite étendue, mais nous avons des vastes territoires qui ne sont pas occupés. Et demain, ça sera quoi? Ça sera un autre accord. Donc, je crois que le gouvernement s'est tiré une balle au pied. Ils sont allés vite au rythme du bâtiment du cœur. Et demain, on n'est pas des prophètes de malheur. En tant que politologue, nous sommes en train de poser les analyses. Nous craignons que demain, qu'il y ait notre accord maintenant pour l'élargissement ou peut-être le déplacement des frontières. Voilà, si les non-alignés aujourd'hui rejettent cet accord, mais cette façon de faire les choses, qu'est-ce que vous proposeriez à la place? Nous ne sommes pas alignés derrière cet accord, et nous ne sommes pas alignés derrière tout ce qui va avec. Mais ce que nous sommes en train de dire seulement au gouvernement, la procédure sauve les fonds. Et depuis le début de ce régime, nous voyons qu'il y a toujours ça. On est en train de faire les choses dans l'incompétence. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons conseiller. Parce que si vous voyez nos émissions en 2023, nous avons dit que le gouvernement devrait négocier. Parce que la négociation ou le dialogue, c'est la continuité de la politique. Mais il y a d'autres personnes qui nous ont taxés de tous les péchés de Sodome et Gomorrhe, croyant que nous étions soit de l'autre côté. Mais aujourd'hui, la réalité nous donne raison. Le dialogue, c'est la continuité de la politique. Mais aujourd'hui, ça reste un impératif. Aujourd'hui, le gouvernement doit dialoguer, négocier. Qui dit dialogue dit négociation. Parce que vous serez obligé de faire des concessions. Vous pensez, parlons directement de ces dialogues, parce que vous faites déjà allusion, Eli Wilonja. L'opposition, là, je vois Martin Fayoulou, je vois Moïse Katumbi, Kabila, l'ancien président, et puis Delis Sesanga. Ils sont prêts. La façon de parler, c'est comme aussi exige à Félix Tshisekedi d'accepter ces dialogues. Est-ce que vous pensez que ce dialogue entre Félix et ces gens que je venais de citer serait une solution pour que la paix soit rétablie dans l'Est? L'histoire va nous donner l'histoire va nous donner des raisons pour lesquelles nous devons nécessairement dialoguer. Si vous vous souvenez à l'accession à l'indépendance, on a eu à dialoguer. Aujourd'hui, le dialogue, c'est un impératif, qu'on le veuille ou pas. Parce que toutes les cartes sont déjà finies pour ce régime. À part le dialogue, qu'est-ce que nous pouvons faire?
À part les dialogues, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les consultations n'ont pas abouti. Il nous reste seulement les dialogues entre Congolais. Entre qui et qui? Les gens que j'ai cités? Nous sommes les fils... Oui, on ne peut pas... Le format, comment ça sera ces dialogues selon vous? Vous êtes politologue, qu'est-ce que vous proposez? Le format, ça va se passer comment? Je propose un dialogue exclusif. Et qui sera comme médiateur dans ce dialogue? Nous avons la société civile. Nous pouvons jouir des offices de la société civile. Nous avons la grande communauté. Vous faites allusion à qui exactement? La société civile est vaste aussi. Oui, il y a la société civile qui nous accompagne la plupart des fois. Nous avons l'Église catholique et l'Église protestante. Ce sont des structures actuellement viables qui nous ont aidés. Nous avons les accords de Saint-Sylvestre. C'est eux qui nous avaient aussi encore aidés quand il y avait la conférence nationale souveraine. Donc nous avons l'Église catholique et l'Église protestante. Pour votre information, nous sommes un État laïque mais confessionnel. Parce que nous sommes plus chrétiens, nous croyons plus en Dieu. Et voir les hommes de Dieu nous mettre autour d'une table... Vous rejetez l'Église de réveil, hein? Non, l'église de réveil, ça, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague? Oui. C'est avec l'église de réveil que nous avons vu les élections de 7 jours. Souvenez-vous, c'est l'église de réveil, quand il a chapeauté les élections, on a eu des élections à 7 jours. Les cas d'Ima et le reste, c'est le fruit des églises de réveil. Donc, avec les églises de réveil aujourd'hui, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre. Il y a pas mal de problèmes dans l'église de réveil qui elles-mêmes devraient nécessairement d'abord terminer avant de trouver une solution pour le grand pays, le grand Congo. Voilà, on parle maintenant du format. C'est bien bon que nous puissions avoir ces dialogues, mais avec quel format? Comment ça va se passer? Je vous ai cité ici Katumbi, Kabila, Delis Sanga. Est-ce que ça sera facile pour que nous puissions voir ces gens autour d'une table face à face avec Félix Tshisekedi? Moi, je crois que tous ces opposants ont déjà donné leur point de vue. Ils sont pour le dialogue. Mais c'est le régime actuel qui n'accepte pas de se mettre sur la même table avec... Parce que vous savez, il y a certaines vérités qui dérangent. Imaginez Kabila sur une même table avec Félix. Il y a des choses qui peuvent se dire en face. Avant, peut-être, ils étaient en deux quand ils avaient des choses à se dire. Mais maintenant, il y aura trois. Il y aura Fayoulou à côté. Parce que Fayoulou, même s'il a... Moïse Katumbi aussi. Oui, Fayoulou a dit qu'il a déjà pardonné à Kabila et à Nanga. Mais peut-être il peut demander, j'ai besoin de vraiment que vous me donnez la vérité sur ce qui s'était passé en 2018. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes, mais nous devons nécessairement briser la glace. La vérité va nous guérir. Le salut ne viendra pas ni du Doha, ni des États-Unis d'Amérique. Le salut viendra auprès du peuple congolais, conscient de son problème et voulant trouver une solution à son problème. C'est là où commence. Vous savez, quand vous avez posé le mauvais diagnostic, vous pouvez croire que vous allez donner la solution. Et nous avons vu que le régime actuel avait posé de mauvais diagnostics en voulant faire les consultations. Tu vois? Oui, les consultations. Oui, c'était un mauvais diagnostic. Pourquoi mauvais? Parce que quand ça ne va pas, le chef de l'État avait pensé qu'il faut réunir tout le monde et nous aurons bientôt là un gouvernement d'union nationale. L'État congolais n'est pas une monarchie où le président nomme son conseiller pour qu'il puisse consulter les acteurs. Non, nous ne sommes pas une monarchie. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'avec cette approche, le conseiller n'a pas réussi à fédérer les Congolais. Vous voulez dire quoi? C'était un échec, les consultations? C'était un échec. Et aujourd'hui, personne n'a foi à ces résultats. Mais nous attendons le gouvernement d'union nationale à travers... quel gouvernement d'union nationale? Qui va réunir l'opposition, la majorité. La consultation en soi était juste une rencontre ou réchauffement entre membres d'une même famille. Parce que vous n'avez vu personne de l'opposition, que ce soit l'opposition armée ou non armée, personne n'était à ces consultations. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre à ça quand on connaît déjà la suite? Voilà, un autre élément, vous savez, le ministre de la Justice actuel, Constant Moutamba, pense qu'il faut lever les immunités de Joseph Kabila, parce que Kabila, c'est lui qui serait le patron des rebelles, la FCM 23. Déjà, il y a même certains de ses biens qui sont saisis. Vous pensez que cette façon de faire les choses, ça va nous amener encore à rester sur une même table et bien à apporter la paix totale?
savez, en tant qu'être humain, on est permis de rêver et avoir des ambitions. Mais quand on a des ambitions démesurées, vous voyez, il y a des gens qui peuvent mettre les faits à la maison et commencer. On n'a pas besoin des gens qui peuvent nous éloigner encore de l'unification de ces pays. Je crois que Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, mérite du respect. J'ai vraiment du respect et de considération envers cette personne. Même s'il viole la loi, comme il est ancien chef de l'État. Mais il joue de la présomption d'innocence en tant que tout citoyen. Donc il peut continuer à violer, à faire tout ce qu'il veut. La présomption d'innocence, elle est consacrée dans notre Constitution. Il peut soutenir les rebelles, ça ne posera aucun problème. Si le ministre a des preuves, il peut nécessairement les étaler et suivre la procédure. Et je crois que quand vous voulez demander au Sénat de lever les immunités, alors que lui, Kabila, il a d'abord le statut d'un ancien chef de l'État. Et la loi, si les anciens chefs de l'État, elle est claire. Il faut que le Congrès puisse se mettre. Je me pose la question, il s'agit de quel droit que nous avons étudié. Et j'ai l'impression que nous qui avons fait la science politique, nous sommes plus à l'aise. Parce que au moins, nous sommes là dans les analyses. Nous avons des thèses et des antithèses. Mais les juristes, c'est un système de normes on doit nécessairement respecter. Malheureusement, ce qui nous conduisent aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut sciemment, expressement, violer les procédures. Donc vous pensez que Constant Moutamba a violé les principes du droit? Je parle du ministre de la Justice. Oui, c'est de lui que je pose la question. Des actes qu'il pose. Revenons d'abord à l'avènement Constant Moutamba. Il arrive, il fait un arrêté ministériel pour ordonner les églises à Kinshasa. Et dans ces mesures, on devrait nécessairement limiter à 500 mètres. Mais je pose la question, est-ce que ces mesures ont déjà été appliquées? Il commence à désengorger les prisons, sans mesure, sans loi. On avait vu Vous pensez qu'il fait du populisme? Non. Je ne dis pas, je ne parle pas de populisme. Je suis en train de voir le ministre de la Justice dans ses actes. Aujourd'hui, si vous allez à Sayo, vous avez l'église Kimbangis et vous avez l'église Bima. De ces deux églises qui va laisser la place à l'autre? Parce qu'il y a une distance de moins de 500 mètres. Je pose la question, il faut poser ça au ministre de la Justice. Il vient ici, il fait le désengorgement de la prison. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais rendu ces mesures publiques, les mesures qui avaient fait à ce qu'on puisse désengorger la prison, les prisons à travers la République. On nous a parlé des personnes plus âgées, les personnes malades. Quelqu'un qui est condamné à perpétuité, qu'il soit âgé ou moins âgé, ou malade, vous devez l'amener. L'État a la responsabilité de l'amener pour le faire soigner. Mais nous avons vu aujourd'hui l'insécurité grandissante à Kinshasa, après le désengorgement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté la procédure. On devrait rendre public les mesures de désengorgement. Aujourd'hui, nous avons des frères, des sœurs qui sont là dans la prison parce que on ne sait pas. Alors qu'ils devraient bénéficier aussi des mêmes mesures. Pourquoi des poids, des mesures? Vous désengorgez les prisons de Kinshasa alors qu'il y a des gens qui étaient venus à l'Est. Je prends l'exemple d'un criminel qui était sorti à Calais. On l'avait amené ici à Kinshasa. Vous les libérez ici à Kinshasa. Et il va faire quoi? Il va faire quoi? La prison ne change pas, au contraire, ça accentue. Peut-être il volait avec la flèche, mais maintenant il va commencer à voler à Kinshasa avec les armes. Toutes ces mesures qui n'ont jamais été publiques. Moi, je me pose la question aujourd'hui si, en tant que ministre, il a toujours la fierté de signer les communiqués. Revenons avec Kabila. La levée des immunités de Kabila. Vous pensez que c'est possible? Je me pose la question, pourquoi le régime actuel fait Kabila comme un problème? Est-ce qu'on n'a pas de problèmes à résoudre à Kinshasa? Nous avons des tours, nous avons les problèmes aujourd'hui d'embouteillage à Kinshasa, nous avons des problèmes à l'Est, nous avons des problèmes, que ce soit à gauche ou à droite, il y a toujours des problèmes. J'ai suivi même des administrateurs de territoire qui sont aujourd'hui impayés. Il y a certains députés qui aujourd'hui disent haut et fort qu'ils ont 2 mois d'impayement. Et vous pensez, à arrêter Kabila, on va résoudre tous ces problèmes? Le Congo a assez tellement de problèmes qu'on doit résoudre. Et tous ceux qui sont en train de chanter auprès du chef de l'État que Kabila c'est un problème, ce sont les gens qui ont mangé avec Kabila. Pour votre information,
80% de ceux qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée étaient soit membres du PPRD ou membres du FCC ou ex-membres de dans les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Et aujourd'hui, ils sont en train de crier, il faut arrêter Kabila. Quand Félix Tshisekedi va partir et l'autre va venir, ils vont encore continuer. Ils vont encore continuer. Il faut maintenant arrêter. Et ce sont les mêmes, ces personnes-là qui diront à celui qui viendra. Pour votre information, ce régime reste seulement avec 2 ans. C'est 2 ans. Dans 2 ans, on ne peut rien faire. Dans 2 ans, on ne peut plus construire des routes. Est-ce que vous donnez raison aujourd'hui à Nicolas Kazadi, l'ancien argentier national de ces pays, qui a dit que tout autour de Félix Tshisekedi, il n'y a que des justiciers? Il a dit tout haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Aujourd'hui, ceux qui sont à côté du chef de l'État ne l'aident pas à faire avancer le pays. Le pays est grand. Et ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, ça ne finira pas avec Tshisekedi. Demain, il y aura notre ministre de Justice. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il aura à faire dans ces 100 premiers jours. Ça sera quoi? Je crois que nous devons cesser avec cette politique de la chasse à la sorcière. Kabila mérite mieux le respect. Et je ne crois pas que... Est-ce que vous êtes kabiliste? Les deux en ligne, vous soutenez Kabila? Je ne suis pas kabiliste, je ne l'ai jamais voté. Mais quand je vois ce monsieur, à son âge, à laisser le pouvoir, je trouve que il y a plus que ce qu'il y avait inspiré. Il y a une phrase qui me revient en tête. Kabila nous disait, lors de son dernier discours à l'Assemblée nationale, les 2 chambres réunies, je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Vous êtes politologue. Comment vous analysez cette phrase? À bientôt, il peut être professeur d'université. J'ai suivi récemment, il a eu sa thèse. À bientôt, il peut être autre chose. Vous ne pensez pas qu'il a des ambitions de revenir encore comme chef de l'État? Et s'il peut avoir des ambitions, nous avons nous avons toute une législation à la matière, si quelqu'un veut. Et jusque-là, on n'a pas dit au revoir. Il est encore trop jeune. Je ne vois pas vraiment en quoi ça peut poser le problème. Le problème de ce régime, est-ce que c'est Kabila? Le problème de ce régime est que... Et si Kabila soutenait les rebelles? Mais c'est un problème. S'il soutenait, parce que vous vous souvenez, le président de la République l'a dit ici, tout comme ça, clairement, que le patron de la FCM 23, c'est Joseph Kabila. Vous vous souvenez de ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bon, c'est Félix Tshisekedi. Il est mieux informé que tout le monde, mais on sait aussi qu'il a un parti politique. Et en tant que politologue, je sais que les sphères politiques, c'est une sphère conflictuelle. Les sphères politiques sont des sphères conflictuelles. Et facilement, on peut se diaboliser parce qu'on veut se cramponner au pouvoir. Et je ne parle pas du machiavélisme. Donc c'est pourquoi la justice est là juste pour nous départager. S'il y a des faits testables et patents, pas seulement des soi-disant, des rumeurs, j'ai attendu, j'ai vu, mais s'il y a des faits avérés, il joue aussi de la présomption d'innocence. Il a droit aussi à se défendre. On ne peut pas lui refuser cela. Et je crois que c'est à ce moment où la justice peut nous départager. Mais du point de vue politique, les sphères politiques, c'est une sphère conflictuelle. Quelqu'un peut te salir parce que tu as un potentiel demain. Quelqu'un peut te mettre hors jeu parce que c'est demain tu seras son potentiel. Donc je ne peux pas vraiment affirmer, mais en tant qu'analyste et politologue, je trouve que ce monsieur mérite Kabila mérite le respect, mais il y a un Foumou, un chef coutumier qui a dit que Kabila cesse de rêver, il ne peut plus revenir dans ce pays comme président de la République. C'était déjà fini, c'est révolu. Les chefs coutumiers, nous les devons trop de respect. Bon, vous savez, à l'époque coloniale, on prenait seulement, on ne choisissait pas. On n'a jamais choisi son chef coutumier. Et ceux qui sont aujourd'hui chefs coutumiers, ils ont hérité. À l'époque, si tu étais en contact seulement du blanc, et si tu lui amenais assez d'esclaves, on te prend comme chef coutumier. Demain, ton fils deviendra aussi le prochain chef coutumier. Ils ont contribué dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, notaire, si vous allez au parquet, vous allez voir toujours des chefs coutumiers qui sont dans les ventes de terres, dans l'escroquerie. Je ne crois pas qu'il est modèle, je lui dois beaucoup de respect, mais s'il entre dans les terrains politiques, nous devons aussi l'analyser, voir ce qu'il a déjà fait. Nos terres sont vendues chaque jour aux Libanais et aux autres avec les chefs coutumiers. Voilà, nous allons chiter. Ça, vraiment, je ne peux pas prendre ça comme modèle. Et lui, parce qu'on peut interroger l'histoire, comment son père avait accédé au pouvoir. Peut-être c'est parce qu'il vendait beaucoup de choses aux Blancs, peut-être parce qu'il donnait nos grands-mères comme esclaves. Il nous reste un sujet, nous allons chiter. Mais avant cela,
Quel bilan faites-vous aujourd'hui des Souminois? Parce que les Congolais, la plupart demandent déjà son départ. Je ne sais pas. Madame Judith Souminois, la première ministre. J'ai l'impression que... Quel bilan faites-vous de son gouvernement? Je respecte les dames, mais j'ai l'impression qu'elle ne sait pas... On parle République. Oui, on parle République. Je respecte trop les dames. J'ai l'impression qu'elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas sa place. Ou elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Oh. Oui. Comment ça? C'est la question que je me pose. Vous ne connaissez pas ce qu'elle est en train de faire? Vous savez, dans la vie... Mais c'est elle qui est la patronne de ce gouvernement. Bon, vous pouvez être les dindos... Vous voulez dire quoi? Son bilan est positif ou négatif? Vous pouvez être les dindos de la farce quand vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes censé faire. Parce que vous allez faire ce que vous ne voulez pas. Cela veut dire que quand on ne connaît pas ce qu'on est, on fait ce qu'on ne sait pas. Vous voulez parler de Socrate? Connaissez-vous vous-même? Vous voulez dire que la dame ne se connaît pas elle-même ou comment? Son bilan est comment? Positif ou négatif? Positif, négatif, mitigé. Est-ce que d'ailleurs on peut parler de bilan Souminois? Pourquoi amener cette histoire dans les termes de bilan? Parce que des fois on dit positif, négatif. Est-ce que ça vaut la peine qu'on l'appelle bilan? Sur quel plan? Comment jugez-vous le travail de Judith Souminois et son gouvernement? Moi, je ne sais pas. Si vous posez la question à pas mal de Congolais, vous connaissez le nom de votre Premier ministre? Pose la question, faites un micro... un micro-baladeur. Oui, un micro-baladeur, vous posez la question à pas mal de Congolais. Connaissez-vous le Premier ministre? C'est moi qui pose des questions ici. Monsieur Eli, comment jugez-vous le travail de Mme Souminois depuis qu'elle est à la tête du gouvernement? C'est aléatoire. C'est aléatoire. C'est comme un joueur kicker. Ça vient à la tête, il tape, ça vient au pied, il tape. C'est aléatoire. Chers téléspectateurs, comprenez? Voilà, nous allons chiter. C'est aléatoire. Nous allons parler de Jules Alingete, l'ancien patron de l'inspection générale des finances, aujourd'hui remplacé. Et ça s'est passé brusquement. Et puis, il est déjà retraité. D'abord, là maintenant, on peut faire le bilan quand même de Jules Alingete. Quel bilan faites-vous de Jules Alingete? Je me pose la question pourquoi ça avait pris beaucoup de temps qu'on ne puisse pas remercier Jules Alingete. Pourquoi ça? Parce qu'il avait cessé d'être un inspecteur au service de l'État. Mais il voulait faire les... Il y avait un porte-parole de Weranson, j'oublie encore son nom. Il voulait faire les Sankara. Sankara de Kouta, oui, c'est le nom que vous cherchez. Oui. Faire les Sankara comment? Oui. Vous savez, je reviens sur ce que je viens de dire. Ça fait longtemps que le monsieur devrait partir. Vous êtes un inspecteur, vous êtes un organe technique. Mais il se comportait comme un politicien. Il faisait des conférences de presse. Il était en train de répondre aux politiciens au lieu de faire son travail. Depuis que Jules Alingete est inspecteur et à la tête de cette inspection, il n'y a personne en prison. Tout ce qu'il a chanté comme détournement, le gouvernement n'a récupéré aucun dollar. Et pourquoi retenir ce monsieur durant tout ce temps? Ça fait longtemps qu'on devrait les remercier. Mais je crois que... Il se disait il est l'homme selon le cœur de Félix Tshisekedi. Selon les informations... Vous ne comprenez pas que lui-même se disait qu'il est l'homme du chef. Et c'est à cause de ça aussi que, comme il était homme du chef, il doit nous donner des explications par rapport à sa gestion a posteriori, les contrôles a posteriori. Nous, on pensait que c'était quelque chose, c'est propre à lui. On ne peut pas faire un contrôle. Il y avait trop de jeux de mots, hein? Et maintenant, nous avons besoin, je crois... La patrouille financière. Je crois qu'il y aura un audit pour savoir ce qu'il avait posé comme acte et les résultats. Et si c'était moi le chef de l'État, je devrais interdire à ces messieurs de quitter le territoire. Qu'on puisse d'abord auditer sa gestion. Et tout ce qu'il a à poser comme contrôle, que ce soit à RVA, que ce soit dans toutes les entreprises minières. Parce qu'il était souvent à Lubumbashi, au Katanga. Nous devons être informés de tout ce qu'il a posé comme acte. Et en tant que ministre de la Justice, bon, ça aussi, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas qui peut prendre des décisions pour que ces messieurs ne puissent pas quitter le territoire national, qui nous rendent... Vous les suspectez de beaucoup de choses ou bien de détournements? Bon, qui ignore ce que tout le monde connaît? Qui ignore ce que tout le monde connaît? Et ce n'est pas moi qui le dis. Ça se dit partout, à gauche, à droite. Quand il y a clameur publique, le ministère public doit nécessairement se saisir d'office.
Le problème, quand nous donnons nos points de vue, c'est à ce moment-là qu'on s'acharne sur nous. Mais dans des cas de Gilles Alinguetti, vraiment, les procureurs devraient se saisir d'office, l'interdire de quitter le territoire national et puis faire un audit sérieux, savoir ce que lui appelait gestion apostolique. Oui. Et la patrouille financière. Et tout ce qu'il appelait comme patrouille financière. Le monsieur faisait que des communiqués, des spots publicitaires. Je ne sais pas, peut-être... Quelqu'un a dit qu'il avait ses propres journalistes à lui. Il s'est constitué comme une structure dans une grande structure. Et je crois qu'il était plus entouré par des comédiens. Des comédiens? Oui, oui. Il était entouré par des comédiens. La plupart de ces spots publicitaires, vous allez voir qu'il était plus entouré par des comédiens. Parce que c'est eux au moins qui comprenaient ce que lui faisait. Et dans chaque spot publicitaire, on parlait toujours de lui. Donc, il a fait son temps, je crois on devrait... Mais il nous avait aidé quand même avec l'affaire de la Padère et puis l'autre là, c'était quoi? Nicolas Kazadi. Les Congolais étaient éclairés quand même par rapport à cette situation. Non, c'est parce que vous ignorez les dessous de la carte. Dans cette histoire, comme je vous ai dit, c'est comme un Ligue... Des forages. Comme un Champions League. Oh. Quand elle ne mange pas, et à ce moment-là, on commence à dénoncer. C'est vrai. Les dessous de la carte jusqu'à aujourd'hui, on commence à comprendre avec Nicolas Kazadi, avec ses révélations. Donc vous voulez dire que Nicolas Kazadi avait raison? Ah, il a totalement raison. Il a dit des choses vraies, il faut le prendre au sérieux, ce monsieur. C'est un père de famille, c'est un père de famille, il a des cocos, il ne peut pas se réveiller, trop tôt matin, commencer à dire certaines vérités à la télé. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines vérités de Nicolas Kazadi qui auraient fait partie aussi de Gilles Alinguetti? Je ne crois pas. Gilles Alinguetti, il y a beaucoup de choses. Et je crois que peut-être prochainement, on les saura avec celui qui l'a remplacé. Mais nous sommes parmi des personnes qui demandent. Et je crois, nous les non-alignés, vous allez mener une enquête aussi? Oui, une enquête pour savoir ce qu'a fait Gilles Alinguetti pour notre République. Eli Wilonja, analyste politique, politologue de formation, c'est bien. Et puis, leader des non-alignés, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un message à la population congolaise? Ce que je voulais peut-être dire par rapport à ceux qui nous suivent, nous sommes non-alignés derrière les antivaleurs. Je dois être clair. Non-alignés derrière les antivaleurs. Et qui dit antivaleur parle du détournement et tous ces mots et ses conséquences. Nous ne sommes pas alignés derrière les détournements. Nous sommes alignés derrière les peuples qui souffrent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. On peut se poser la question, la couverture aujourd'hui en termes d'électricité, la desserte en termes d'électricité sur l'ensemble du territoire, avant l'accession du pouvoir, et aujourd'hui, c'est à combien de pourcents? L'eau, les routes qui existaient, aujourd'hui, c'est à combien de pourcents? C'est pourquoi nous ne sommes pas alignés. Nous ne sommes pas alignés, pas derrière la personne chef de l'État. Nous sommes alignés derrière lui. Et c'est pourquoi nous avons toujours l'occasion, dans nos émissions, à dire au chef de l'État qu'il lui reste peu de temps. Dans 2 ans, il peut sauver les 2 mandats qu'il a eu. Vous savez, quelqu'un peut avoir 5 ans, on lui donne encore 5 ans, il a la possibilité de corriger ce qu'il a fait comme erreur. Et nous voyons que le temps joue à sa défaveur. Parce que dans 2 ans, après 2 ans, on sera aux élections. Donc, demain après demain, il n'aura pas vraiment de quoi convaincre les gens. Est-ce qu'il n'y aura pas une transition? Vous voyez déjà les élections? Il semblerait qu'il y aura une transition avant les élections. Une transition, je ne sais pas pour quelle raison. Si dans l'hypothèse où notre président a la légitimité du peuple, je ne vois pas vraiment la raison. Et pourquoi la raison d'un dialogue que vous avez évoqué ici? Il faut un dialogue. C'est quoi la raison? Pour partager le poste? Non, c'est juste le pouvoir? C'est juste pour sauver le régime. Parce qu'aujourd'hui, notre parti, la grande partie de l'Est est occupée par les rebelles. Et je ne suis pas contre les FARDC, mais sur le terrain, on comprend qu'on n'arrive pas vraiment à changer les donnes. Ça, c'est une vérité. Et peut-être, pour éviter qu'il y ait encore de morts, nous pouvons dialoguer, voir ce que nous pouvons peut-être résoudre ensemble.
Je ne dis pas que c'est une faiblesse, mais c'est la continuité de la politique. Et c'est une façon aussi de sauver les mandats, de voir comment on peut construire des routes, parce que la guerre coûte cher. Vous savez, la guerre coûte cher. Et si on n'a pas assez de moyens, la capacité stratégique elle est tellement faible parce qu'il y a de détournements à gauche et à droite. Et vous ajoutez à ça la guerre. Je ne vois pas vraiment quel président au monde résoudre des problèmes. Hein. Voilà, ça n'est fini. Je crois que ça ne sera pas pour la dernière fois. On aura encore besoin de vous pour de telles analyses. Eli Wilonja, nous vous disons merci.